Un contrainte technique nous a obligés malheureusement à démarrer cette édition avec 15 minutes de retard. Toutes nos excuses pour cela, qu'à cela ne tienne. Notre engagement à vous informer reste inébranlable. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette édition. Former un grand nombre des personnes aux techniques de premier secours sur les gestes qui sauvent, c'est parmi les objectifs que vise cette campagne de sensibilisation, en même temps de formation initiée par la sécurité civile, ce dans l'intérêt d'avoir dans chaque famille un secouriste. Stoppé par l'apparition de la pandémie à coronavirus, eh bien, c'est le week-end que cette campagne de sensibilisation a été relancée sous la supervision du directeur départemental de la sécurité civile, Jean-Bernard Boyanga. Le reportage est de Irma Okonziou et Gingolo. Au total, plus de 100 personnes volontaires réparties en 2 vagues ont bénéficié de cette formation de 4 heures de face-à-face pédagogique. Ce, en vue de donner à chaque participant quelques rudiments nécessaires sur les gestes qui sauvent. L'objectif de cette formation de masse est d'avoir dans chaque famille un secouriste. Cette formation d'une journée qui était plus pratique que théorique a permis aux participants d'être capables de sauver une vie en cas d'urgence, comme l'indique d'ailleurs Francis David Nyamikana. Le commandant de police et responsable de formation au sein du commandement de la sécurité civile revient sur les motivations de cette formation. Et il était question que dans chaque famille, qu'il y ait au moins un secouriste. Parce qu'on a compris qu'en amont, lorsque nous arrivions, parfois les gestes que la population est en train de réaliser, c'est des gestes inadéquats, des gestes qui ne cadrent pas avec l'urgence. Et dans cette optique, il était question que la population, qui est le premier citoyen, qui est le citoyen, c'est-à-dire le citoyen qui fait partie de la chaîne de secours, donc le premier maillon de la chaîne de secours, qu'il puisse être armé de ses connaissances, afin que lorsqu'il y a une situation d'urgence, qu'il soit en connivence avec nous et que lui serait capable en ce moment-là de prodiguer, d'éviter la naissance, plutôt le suraccident, prodiguer les gestes de premier secours et alerter les sapeurs-pompiers 118. Et la chaîne de secours devait maintenant ce moment-là être déclenchée. Protection, appréciation de l'état de la victime, des gestes de secours sont parmi les sous-thèmes que ces volontaires ont pu bénéficier. Ici est de noter que cette formation de masse s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de la protection civile, célébrée le 1er mars de chaque année. À l'occasion, la sécurité civile avait lancé une campagne de sensibilisation dont le thème retenu était la protection civile pour un secouriste dans chaque foyer. Après Brazzaville, les projecteurs seront orientés dans les autres départements du pays pour la même formation. Et puis les enseignants prestataires de l'enseignement technique et professionnel du Congo manifestent leur mécontentement relatif à la mauvaise gestion de quotas spécial 2019. Découragés, ces prestataires sollicitent l'implication personnelle du ministre Antoine Thomas Nicéphore-Fila de l'enseignement donc technique afin de résoudre cette situation. C'est une information que nous développerons dans nos prochaines éditions. L'École supérieure des gestions et d'administration des entreprises, SGAE, en sigle, respecte de façon scrupuleuse les protocoles sanitaires édictés par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. La désinfection s'est fait donc de façon régulière. C'est le cas le dimanche dernier, témoin de l'événement, Morel Mabélé et Gervais Mwaka. Il est 10h30 quand l'équipe de désinfection du centre d'hygiène et de la promotion de la santé de Brazzaville franchit le portail de l'École supérieure de gestion et d'administration des entreprises ESGAE. Quelques temps après, les techniciens passent à l'œuvre. La cour, les salles de classe, les bureaux, les amphithéâtres, la bibliothèque et les toilettes sont désinfectés. ESGAE, comme les autres établissements privés d'enseignement supérieur, lui aussi respecte le protocole sanitaire édicté par le gouvernement dans la lutte contre la Covid-19.
À l'ESGAE, la désinfection se fait de façon régulière. Jules Afumboulé Bokwango, responsable de la communication à l'ESGAE, édifie les étudiants et le personnel enseignant sur le danger du Covid-19. À l'endroit des étudiants et des parents d'élèves, nous tenons juste à rappeler que notre établissement a un protocole sanitaire. Donc ce protocole sanitaire est très clair. Ce protocole sanitaire impose le port du masque dans l'établissement tel que l'a recommandé le gouvernement. Ce protocole sanitaire impose le fait qu'il y ait des classes qui soient au maximum avec 50 voire 40 personnes au sein de notre établissement. Donc nous voulons aussi réitérer aux parents que l'ESGAE s'engage à vraiment assurer la sécurité sanitaire avec cette pandémie des étudiants qui sont au sein de notre établissement. Landry Oboa, superviseur de l'équipe de désinfection, exhorte toutes les structures de faire comme ESGAE. Le virus est encore là. Le deuxième année, il le fait régulièrement, c'est parce qu'il a le souci, vous voyez, de ses étudiants, de ses enseignants, de ses collaborateurs. C'est pour ça que nous demandons à celles et ceux qui nous suivent de faire autant. Ce n'est pas une magie, ce n'est pas une blague. Venez nous contacter et on viendra travailler chez vous. L'USGAE est un établissement privé d'enseignement supérieur qui forme les cadres de haut niveau dans le domaine des sciences de gestion. Cette école est membre à part entière du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. Pour rappel, ESGAE a été créé en 1993 par le professeur Armand Roger Makani. Changeons de registre à présent. Raphaël Kunku et Germain Koumba, deux chefs cuisiniers, sont les lauréats de la 4e édition du Persil d'Or. L'événement est organisé pour récompenser les cuisiniers et pâtissiers qui se sont distingués courant l'année donc dans le domaine de la gastronomie. Armand Insanza. À cause de la pandémie à Covid-19, l'événement n'a pas été célébré en grande pompe comme les éditions précédentes. Mais avec les moyens du bord, la 4e édition de Persil d'Or s'est tenue grâce à l'appui de quelques partenaires. Persil d'Or a été créé non seulement pour récompenser les cuisiniers qui se sont distingués courant l'année dans le domaine de la gastronomie, mais aussi encourager les jeunes à s'intéresser à la cuisine afin d'assurer le relais. Deux chefs cuisiniers ont été honorés à cette cérémonie de remise de prix 4e du genre. Il s'agit de Raphaël Koukou, un vétéran de la pâtisserie, et Germain Koumba, pâtissier à la citronnette de Pointe-Noire. Boris Songessa, l'un des organisateurs de l'événement, congratule les récipiendaires. C'est une récompense pour nous qui est mise en place pour essayer de voir, d'accepter les talents de celui ou celle qui a travaillé pendant 5, pendant 10, 20, 40 années. On ne va pas récompenser quelqu'un qui a fait 4 ans, non. C'est juste pour montrer à celui qui est encore à 4 années, s'il veut s'il veut atteindre celui qui a 50 années, voilà quelles sont les démarches qu'il doit suivre. Donc, quand nous donnons le Persil d'Or, c'est juste une manière, une façon de demander une façon de montrer à celui ou celle qui a excellé à un temps donné, de dire bon, d'avoir une pensée positive, négative pour arriver à un point H. La 4e édition de Persil d'Or s'est tenue sous le signe de paix et d'amour. L'actualité dans le continent est en rapport avec la Covid-19. Les théories du complot, la méfiance et la propagation d'informations erronées ont contribué au scepticisme face aux vaccins anti-Covid dans les pays africains. Les experts de la santé expliquent que cela présente un réel danger pour les campagnes des vaccinations à venir. Au Sénégal, les avis sont partagés, les pays étant relativement épargnés par la Covid-19. VOA. En dehors de l'accès aux vaccins, la propagation d'informations fausses est le défi majeur à surmonter au Sénégal pour réussir la campagne de vaccination anti-Covid dont le lancement est prévu en avril. À contre-pied des intox qui circulent, Pape Ndiaye, un mécanicien de Dakar, bientôt septuagénaire, compte se faire vacciner et ce, dès que possible. La majeure partie de la population sénégalaise, ils sont un peu sceptiques, quoi. Mais moi, personnellement, j'y crois, vraiment j'y crois. Est-ce que vous allez le faire? Absolument.
D'autant plus que je suis asthmatique. Je suis diabétique et puis je suis un peu âgé maintenant. Alors, j'ai 69 ans. Alors, il faut que j'aille me faire vacciner. Contrairement à Pape Ndiaye, Cheikh Tidiane Ndaye, un commerçant dakarois de 32 ans, rejette entièrement l'idée de se faire vacciner. Moi, je ne trouve pas l'intérêt de vacciner des gens que la maladie n'atteint pas trop vite. Il y a des gens qui ont plus besoin du vaccin que nous. C'est eux qui doivent se faire vacciner, je crois. Moi, en personne, je ne vais pas me faire vacciner. Je porte des masques, je prends mes précautions et tout. Mais je crois pas trop à la maladie. Certes, elle existe. Elle est là. Mais pour nous, il n'y a pas de danger. Les résistances à la vaccination sont nombreuses et nourries par les rumeurs proliférant sur les réseaux sociaux. Une tendance similaire à celle observée dans les pays occidentaux prend donc place en Afrique. Et les experts sanitaires affirment que lorsqu'il s'agit du vaccin anti-Covid, les réticences sont encore plus fortes. Ousseinou Badiane, responsable du programme de vaccination anti-Covid au Sénégal, nous explique. Actuellement, il y a beaucoup d'informations qui circulent, des fausses informations sur les vaccins et qui amènent les gens un peu soit à être réticents ou à être hésitants par rapport à la vaccination. Bon, c'est pas une chose nouvelle. Je pense que depuis qu'on a commencé à vacciner, ces phénomènes-là existent. Mais ce qui est nouveau, c'est que ça a été amplifié maintenant par les réseaux sociaux. La plupart des pays africains en sont encore à prendre des dispositions pour commencer à vacciner. Beaucoup n'ont pas encore reçu la moindre dose, les pays riches s'accaparant des stocks. Et puis toujours avec la Voix de l'Amérique, une organisation sud-africaine organise une journée de formation sur les armes à feu visant à aider les femmes noires à se protéger dans un pays où une femme est assassinée toutes les 3 heures. La campagne Girl on Fire des Gun Owners of South Africa a été créée en 2015 pour coïncider avec les 16 jours d'activisme des Nations Unies. Suivez plutôt. How short people want to be tall, right? I would never forget there was a guy. Okay, cool. I see it. Good. It was just a bit high. So you can just. I've never done it before, but I've held one before. You get that thing that I can do it, I can do it, I can do it. You know? No, it's my first time. First time in the range, first time holding a gun. Oh. Don't forget to breathe. Vous avez donc vu là en image quelques séances de formation justement de ces femmes noires en Afrique du Sud, des femmes initiées donc à l'usage des armes à feu. Pour boucler cette édition, rapatrié le 5 février dernier en provenance de l'Afrique du Sud, le corps sans vie d'Emilienne Okemba, décédée le 24 janvier dernier, a été mis en terre le samedi 6 février au cimetière familial de Dou, peu avant, j'allais dire plutôt peu après, donc les recueillements et les hommages à elle rendus au domicile familial. Suivez plutôt. C'est sous le poids d'une tristesse insoutenable que les familles Ndonga, Sambila, Nguesso, Ndinga et Bonji se sentent mobilisées pour recevoir la dépouille mortelle de leur maman, tante, sœur et belle-sœur, Emilienne Okemba, décédée le 24 janvier dernier en Afrique du Sud. Direction ensuite la résidence familiale d'Oyo, où le corps sans vie de Emilienne, la cadette bien-aimée du contre-amiral Jean-Dominique Okemba, sera exposé.
Sur place, les familles et leur patriarche, Maurice Nguesso, ainsi que les amis qui partagent avec eux la douleur de la disparition d'Inyansini de son petit nom, lui ont rendu un hommage mérité. Fervente chrétienne catholique de son vivant, c'est dans le respect de sa foi et selon les rites de l'Église que ses proches l'auront accompagné pour ces derniers instants. Exécutant la messe des Requiem, l'abbé Gervais Yombo, curé de la paroisse d'Oyo, a exhorté l'assistance sur l'amour de Dieu et l'amour du prochain, le premier et le deuxième des 10 commandements du Seigneur, des valeurs qu'avait parfaitement intériorisées la regrettée Emilienne Okemba et qui feront désormais partie de son héritage. Évoquant les témoignages sur les testaments des vies d'Emilienne, l'abbé Gervais Yombo relève ses qualités de rassembleuse. Après le Requiem, cœur meurtri et obligé de prendre la parole une fois de trop contre gré pour ensuite se séparer d'une partie de lui-même, son frère aîné, le contre-amiral Jean-Dominique Okemba, va tout de même prendre cette parole au nom de la famille. Emilienne, ma cadette bien-aimée, c'est le cœur meurtri que je prends la parole ce jour pour dire un petit mot afin d'évoquer tes dernières volontés et te dire adieu au nom de tous les parents, amis et connaissances. Toute ta vie aura été un vrai sacerdoce consacré à Dieu, aux tiens et aux autres. Rien ne pouvait présager que tu seras éloigné de tes tâches, de tes responsabilités, encore moins de ceux que tu as tant aimés. Emilienne a été rappelée à Dieu le 24 janvier, c'était un dimanche, le jour du Seigneur. Peu avant de tirer sa révérence, cette femme des cœurs qui laisse derrière elle une fille et 5 garçons a une conversation pas comme les autres avec son frère. C'est au cimetière familial des Doux qu'elle reposera désormais. Et malgré le fait que la mort est certes la fin de la vie, elle ne détruira la sémence inlassablement s'aimer avec amour et abnégation dans le cœur des gens par Emilienne, Dixit, Jean-Dominique Okemba. Fin de cette édition, merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.